Alors, bon après-midi à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'association HEDA pour leur deuxième invitation. On restera toujours avec le pancréas, mais cette fois-ci, non pas avec les lésions précancéreuses, mais avec les lésions néoplasiques, où le foie, cette fois-ci, n'est pas victime de surcharge en gras, mais plutôt de métastases des tumeurs neuroendocrines pancréatiques dans 50% des cas. Et sans plus tarder, l'intérêt de notre exposé est de présenter les aspects diagnostiques, pronostiques, thérapeutiques particuliers des TNE pancréatiques en se basant sur les dernières recommandations du Thésaurus national d'oncologie digestive et les recommandations de la Société européenne de TNE. Donc, je vous rappelle que les tumeurs neuroendocrines du pancréas sont des tumeurs le plus souvent bien différenciées, développées aux dépens des îlots endocrines du pancréas. Dans certaines situations, elles produisent des hormones et quand il y a des excès des hormones, donc il y aura des manifestations sur le plan clinique, on va voir par la suite. C'est des tumeurs qui restent rares, moins de 5% des tumeurs pancréatiques, mais leur incidence, quand vous voyez en jaune, elle est en os. Et cette augmentation est expliquée elle est attribuée au développement de l'imagerie et la meilleure connaissance des TNE pancréatiques. Elles sont souvent sporadiques, moins de 20% fonctionnelles, découvertes à un stade de métastase dans 50% des cas, surtout les métastases hépatiques, et leur croissance reste par contre lente, ce qui explique la survie prolongée qui est de 50% à 5 ans malgré la présence de métastases hépatiques. Vu la rareté des TNE, l'identification des facteurs de risque reste très difficile et dans cette méta-analyse, ces facteurs ont été identifiés tels que les antécédents familiaux, l'alcool, le tabac et surtout la prédisposition héréditaire qui augmente le risque de 5%. Par contre, l'obésité qui était discutée n'apparaissait pas comme un facteur de risque de TNE pancréatique. Quand suspecter une TNE pancréatique? Il existe plusieurs situations. La première situation, c'est devant des symptômes non spécifiques liés au syndrome tumoral. Donc, généralement, à ce stade, le diagnostic il est fait tardivement parce que c'est des tumeurs de petite taille et qui évoluent lentement. Et les symptômes varient selon la localisation de la tumeur neuroendocrine. Elle peut se manifester par de l'ictère, par des pancréatites aiguës, en cas d'infiltration. À côté, c'est des occlusions, des envahissements vasculaires, en plus d'altération de l'état général et le syndrome de masse, surtout en présence de métastases hépatiques. La deuxième situation, c'est la présence de symptômes spécifiques liés aux sécrétions hormonales et j'insiste que ces TNE sont fonctionnels uniquement dans 10 à 20% des cas. Donc, les principaux syndromes hormonaux liés aux tumeurs neuroendocrines, devant un insulinome, on voit bien sûr, on trouve les signes des manifestations cliniques type hypoglycémie aggravée par le jeûne, confirmée par les dosages donc de l'insulinémie qui est augmentée avec une augmentation de proinsuline et de peptide C. Pour le cas de gastrinome, c'est des tumeurs plus agressives que l'insulinome et très métastatiques qui se manifestent par des ulcérations multiples, donc l'atypie de localisation, la résistance après traitement et cette diarrhée qui répond très bien aux IPP confirmée par le dosage de la gastrénémie et les sécrétions acides de base. Pour les glucagons, c'est surtout le diabète et l'érythème nécrolytique migratoire et on dose le glucagon dans le sang. Et pour le VIPOM, c'est surtout les douleurs abdominales avec la diarrhée profuse confirmée par le dosage du VIP dans le sang. Les plus fréquents, c'est surtout l'insulinome et le gastrinome. La troisième situation, c'est devant des néoplasies endocrines multiples de type 1, où on doit chercher systématiquement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques ou duodénales qui sont présentes dans 70 à 90% des cas. Et dans le cas contraire, devant une TNE pancréatique, on doit rechercher aussi systématiquement les néoplasies endocrines multiples qui sont rares, sauf en cas de gastrinome, elles sont présentes dans 25% des cas. Donc, en plus de ces trois situations, il faut bien garder dans la tête que le mode de révélation le plus fréquent reste la découverte fortuite de tumeurs hypervasculaires. C'est ce qu'on appelle en imagerie l'incidentale. Quel marqueur biochimique demander devant une suspicion de TNE pancréatique? En plus des dosages spécifiques des hormones orientés par la clinique, le dosage de la chromogranine A constitue le principal marqueur sanguin. Il a une sensibilité bonne, par contre une faible spécificité. Il y aura des faux positifs en rapport avec une hypergastrénémie et un taux élevé ne doit être interprété qu'en cas de présence de gastrénémie normale. Le dosage de chromogranine il a surtout un intérêt pronostique.
Il est corrélé à l'importance du volume tumoral et une valeur prédictive d'efficacité de certaines thérapeutiques telles que les vérolimus. Donc j'insiste que les dosages systématiques des hormones pancréatiques spécifiques est inutile devant une TNE non fonctionnelle. Concernant les autres marqueurs, pour le NSE, il a un intérêt, une valeur pronostique dans le carcinome neuroendocrine surtout. Aucune utilité des dosages de 5-HIA urinaires pour les TNE pancréatiques, c'est surtout dans les tumeurs carcinoïdes. Et des tests de PCR avec des biomarqueurs génétiques spécifiques ont été développés à visée diagnostique, pronostic et prédictif de thérapeutique. Mais par contre, c'est des examens robustes et ne sont pas recommandés actuellement. Ils ne sont d'ailleurs pas disponibles en dehors des recherches. Tout prélèvement doit être adressé pour une analyse centralisée par un groupe d'experts TNE pathologistes. Les biopsies confirment, l'examen histologique confirme la morphologie neuroendocrine et confirme par la présence de deux marqueurs en immunohistochimie, c'est la chromogranine A et la synaptophésine, plus ou moins le CD56. Il existe plusieurs anomalies sur le plan génétique qui va nous orienter par la suite pour choisir la thérapeutique systémique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il existe la classification histopronostique qui a progressé au fil des années. La dernière, c'est la classification OMS 2019 avec 5 catégories, les grades 1, 2, 3 bien différenciés, et le carcinome neuroendocrine qui est peu différencié de grade 3, et sans oublier la nouvelle entité, c'est les néoplasies mixtes avec composantes neuroendocrines et non neuroendocrines. Donc c'est une classification basée sur le degré de différenciation, l'index méthotique et l'index de prolifération. En plus de la classification OMS, il faut classer selon la classification TNM. La dernière, c'est l'UICC 2017, qui a une valeur surtout pronostique. Donc, au terme, après ce diagnostic et la confirmation anatomopathologique, quel est le bilan d'extension initiale à faire? Donc, premièrement, la TDM-TAP, elle doit être trivasique, avec un temps sans injection, un temps artériel tardif et un temps portal. Donc, il faut caractériser la tumeur pancréatique et rechercher systématiquement les métastases hépatiques. C'est des tumeurs hypervascularisées et les métastases hépatiques sont très caractéristiques. Elles sont hypodenses avant l'injection. Il y a donc le wash-in ou l'aspect hyper intense au temps portal et un aspect isodense ou le wash-out donc au temps portal. Quand il y a des métastases hépatiques, il faut compléter systématiquement par une IRM rachidienne pour rechercher des métastases osseuses qui peuvent changer par la suite la décision thérapeutique. L'IRM hépatique, bien sûr, définit le volume tumoral et l'IRM rachidienne, le volume tumoral aussi extra-hépatique. Un facteur pronostic très important à évaluer en imagerie, c'est ce qu'on appelle la pente évolutive. On doit faire 2 examens comparables, généralement à 6 mois d'intervalle, pour définir est-ce que c'est une tumeur à progression très rapide dans les 6 mois ou pas, et calculer selon les critères récistes cette pente évolutive. Quelle est la place de l'écho-endoscopie dans le bilan d'extension? L'écho-endoscopie, elle est recommandée dans les TNE pancréatiques non métastatiques. Elle permet de localiser avec précision la tumeur, évaluer la résecabilité et faire le bilan d'extension loco-régional. Et surtout avec le développement de l'élastographie et de l'écho-endoscopie de contraste, c'est surtout une valeur pronostique. Et les tumeurs richement vascularisées sont généralement moins agressives. Elle permet bien sûr de faire des biopsies et ce qui est recommandé, c'est de faire la cytoponction à l'aiguille fine FN1 dans les TNE pancréatiques. En cas de métastase, il n'y a pas d'intérêt, pas besoin de réaliser une écho-endoscopie sur la tumeur primitive. Et bien sûr, il est préférable de faire des biopsies sur les métastases hépatiques facilement accessibles et plus informatives sur le pronostic. La recherche d'expression de récepteurs de somatostatine est indispensable devant une TNE pancréatique et on commence par le PET, le PET gallium DOTATOC en première intention. Donc ne plus faire un octreoscan sauf en raison de disponibilité du PET DOTA. Il est plus sensible, la résolution spatiale elle est plus importante et la sensibilité elle est plus élevée. Donc disons que à cet examen il y aura une fixation s'il y a une bonne expression des récepteurs de somatostatine, c'est-à-dire c'est un examen qui fixe quand la tumeur elle est bien différenciée. Et une fois on avance dans le grade de la tumeur et que l'index prolifératif augmente, cet examen devient moins sensible et fixera moins et il sera remplacé par le PET-FDG, donc qui est fait
en cas donc de non-fixation à la recherche d'un carcinome neuroendocrine ou bien dans les grades avancés, mais il ne sera demandé que s'il va changer la conduite thérapeutique par la suite. Donc, au terme du bilan d'extension, la décision thérapeutique doit être prise en réunion de concertation pluridisciplinaire. Quel est le bilan indispensable à faire avant d'adresser ou de présenter un patient en RCP? Premièrement, il faut faire une évaluation de l'état général du patient, ses comorbidités. Donc, il ne faut pas altérer un état général d'un patient par des thérapeutiques lourdes alors qu'il est porteur d'une tumeur non progressive et asymptomatique. Il faut éliminer un syndrome de prédisposition génétique. Il faut bien sûr évaluer les symptômes parce que la présence d'un syndrome sécrétoire constitue une urgence thérapeutique vu la morbimortalité élevée. Faire un dosage de chromogranine et des hormones orientées selon la clinique. Confirmer le diagnostic par l'histologie avec les classifications histopronostiques. Faire le bilan d'extension à l'imagerie et sans oublier l'imagerie nucléaire et la recherche d'une hyperfixation dans les tumeurs bien différenciées. Donc, la décision thérapeutique, après tout ce bilan, elle sera prise selon l'objectif thérapeutique. Est-ce que notre objectif, c'est la guérison? Est-ce que c'est juste une augmentation de la durée de vie ou d'amélioration de la qualité de vie? On veut faire un contrôle local pour réduire le syndrome sécrétoire, contrôler les symptômes ou bien un traitement directement curatif. Donc, j'insiste que la prise en charge du syndrome sécrétoire est prioritaire et souvent une urgence thérapeutique. Pour le traitement des syndromes sécrétoires, pour le syndrome de Zollinger et Leysen, il faut initier les IPP à forte dose dès la suspicion du diagnostic sans attendre les résultats de la gastrénémie. Ils sont prescrits au long cours et la dose sera adaptée selon la réponse clinique et endoscopique. Pour les insulinomes, parfois les mesures diététiques et l'éducation thérapeutique suffira pour contrôler le syndrome peu intense, mais sinon on prescrit les sulfamides hyperglycémiants le temps de faire une destruction ou un traitement radical de cette tumeur neuroendocrine. Et donc, la thérapie ciblée comme l'éverolimus, elle trouve son intérêt parce qu'elle a un effet aussi pro-glycémiant dans les insulinomes métastatiques. Pour les autres TNE, donc, on donne les formes retard des analogues de la somatostatine à dose antitumorale. Et si on n'arrive pas à contrôler ce syndrome sécrétoire, on doit envisager rapidement des traitements de réduction du volume tumoral, que ce soit chirurgical, chimiothérapie, des embolisations intrahépatiques, la radiothérapie interne vectorisée ou des thérapies ciblées. Pour les TNE pancréatiques non métastatiques, le type de chirurgie pancréatique varie selon la localisation de la tumeur, mais il ne faut pas oublier le risque de fistule pancréatique, des complications et la morbidité élevée liée aux chirurgies du pancréas. En dehors de l'insulinome, la chirurgie carcinologique doit comporter un curage ganglionnaire et il n'y a pas de traitement adjuvant après une chirurgie carcinologique. Pour les TNE associés à DNM, la chirurgie suit les mêmes indications que les TNE sporadiques. Le cas particulier des insulinomes, c'est des tumeurs généralement de petite taille, peu progressives, avec faible pouvoir métastatique. Quand elle est inférieure à 2 cm, de grade 1, hypervascularisée, sans impact sur les canaux, que ce soit biliaire ou le Wirsung. Le traitement de référence, c'est la chirurgie, mais cette fois-ci, elle est limitée. On ne fait pas de curage ganglionnaire, on préfère faire des énucléations sans curage. Et si la tumeur elle est plus complexe, on va faire la chirurgie pancréatique et non pas l'énucléation. Il existe une alternative thérapeutique à la chirurgie dans les insulinomes, c'est la destruction par radiofréquence guidée par l'écho-endoscopie dans des centres experts qui donne une très bonne réponse dans plus de 90% des cas à court terme et en cas d'échec, on peut répéter une séance de radiofréquence ou bien passer directement à la chirurgie. Les études qui ont comparé ces deux techniques dans les insulinomes ont démontré que, bien sûr, les complications sont plus fréquentes dans le bras chirurgie. Et par contre, les rechutes sont plus fréquentes dans le bras destruction par radiofréquence. Et de ce fait, généralement, la destruction par radiofréquence, elle est prescrite pour les patients dits inaptes à la chirurgie. Dans le cas des incidentalomes, donc une surveillance est recommandée si cette tumeur est de découverte fortuite, si elle est asymptomatique, non fonctionnelle, elle est de petite taille, moins de 2 cm, de bas grade, elle fixe bien aux examens morphologiques et quand on fait la pente évolutive, elle a une évolutivité vraiment très faible, donc elle est stable. Dans le cas contraire, on doit adresser le patient pour une chirurgie carcinologique.
Donc, il n'y a aucune place pour la destruction radiofréquence sous écho-endoscopie pour les incidentalomes ou les TNE pancréatiques non fonctionnels, contrairement aux insulinomes. Passons au TNE pancréatique métastatique. Donc, résumé dans cet algorithme, il faut bien sûr toujours contrôler le syndrome fonctionnel. Et après, par la suite, si la tumeur et la méta sont opérables, on opère en totalité les deux, la tumeur primitive et les métastases. Dans le cas où les lésions ne sont pas résécables en totalité, donc, on prescrit selon le degré de progressivité. Si c'est une tumeur qui progresse très rapidement, avec un index de prolifération élevé, plus de 10, on commence généralement par les chimiothérapies, selon donc l'analyse, je vous ai dit en anatomopathologie des enzymes, le MGMT. S'il est déficient, il y aura une très bonne réponse aux agents alkylants, et dans le cas contraire, c'est surtout la réponse aux sels de platine. Si la tumeur est non progressive avec un KI 67 inférieur à 10%, on préfère plutôt prescrire des analogues de somatostatine à double dose qui n'ont pas un risque cumulatif. Il n'y a pas de risque de toxicité comme la chimiothérapie. Donc la radiothérapie interne vectorisée et les thérapies ciblées sont prescrites généralement comme alternative ou en deuxième ligne thérapeutique. Donc pour la radiothérapie interne vectorisée, elle était surtout évaluée pour les tumeurs carcinoïdes. Elle garde quand même une efficacité importante comparant aux thérapies ciblées. Et c'est des injections d'analogues de somatostatine vectorisées donc par un transporteur radioactif. Je vous ai résumé les essais randomisés qui ont évalué les traitements systémiques dans les TNE du pancréas métastatique. Je vous ai dit donc, ils ont démontré que l'utilisation des analogues de somatostatine à double dose ainsi que les thérapies ciblées font mieux que le placebo en matière de contrôle donc de la réponse objective et de la survie sans progression. La bichimiothérapie en associant un agent alkylant avec les sels de platine fait mieux que la monochimiothérapie. Par exemple, pour le CAPTEM, c'est la capecitabine plus le temozolomide fait mieux que le thémo seul. Et par rapport à l'association 5-FU et streptozotocine, c'est-à-dire la bichimiothérapie, elle fait aussi bien. Il n'y a pas de différence avec la thérapie ciblée comme l'évérolémus. Et en dernier, la radiothérapie interne vectorisée, elle fait aussi bien que les analogues de somatostatine à double dose. C'est pour cela qu'on peut la proposer même en première intention. Donc, on ne peut pas donner plus de détails en 20 minutes. Donc, je vous invite à lire les dernières recommandations de la Société européenne de tumeurs neuroendocrines publiées en 2023, qui a traité en long et en large les traitements spécifiques des tumeurs neuroendocrines du pancréas fonctionnel, donc passant du traitement du contrôle du syndrome sécrétoire au traitement de première, deuxième ligne, voire les options thérapeutiques. Donc, et pour finir, j'insiste que les TNE du pancréas sont des tumeurs certainement rares, mais ils ont une hétérogénéité. Leur prise en charge est complexe. Donc, elle nécessite des validations de décisions en réunion de concertation multidisciplinaire après une caractérisation complète indispensable, commençant par l'état déjà du patient, les grades histopronostiques, le contrôle du syndrome sécrétoire, l'évaluation du volume tumoral. Et donc voilà, la stratégie, elle dépend du type de la tumeur. Si c'est une tumeur localisée, bien sûr, c'est la chirurgie. Si c'est une tumeur stable et non progressive, on peut proposer une surveillance. Et par contre, dans les cas métastatiques non opérables, il y a plusieurs traitements systémiques qui sont disponibles. Le pronostic reste bon car la croissance de cette tumeur est lente et la survie reste prolongée. Elle est d'environ 50% à 5 ans malgré la présence de métastases. Et merci pour votre attention.